Mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Mais où est le soleil de Djerba? Eh oui, Djerba, l'île des rêves. C'est fini pour moi. De retour à Paris, je vais quand même assurer, bien sûr, la fin du suivi de ce tournoi. Et pour l'avant-dernière ronde, la sixième ronde, je vous propose une confrontation entre le grand maître américain Hans Niemann et le jeune grand maître français Marc-Andrea Morezzi. Alors à l'issue de cette partie atypique, hein, vraiment surprenante, donc on jettera un œil bien sûr sur le classement. Et puis il y aura deux interviews, alors celle de Lina Nasr, qui est la championne d'Afrique, et celle d'un youtubeur français d'échecs qui s'appelle Vincent Denis, et que j'ai croisé dans le tournoi de Djerba. Allez, on y va. Donc dans cette partie, Hans Niemann, il a les blancs, et il va ouvrir avec le pion roi, E4. Marc-Andrea Morezzi répond avec la défense Caro-Can, C6. Mais la partie ne va pas être vraiment liée avec une Caro-Can. On va vite quitter la théorie. Regardez. Au lieu du coup D4, le coup habituel, le coup principal, cavalier F3 est joué par Hans Niemann. Donc la poussée D5, hein, c'est pour ça que le pion C6, c'est la raison d'être du pion C6, c'est d'appuyer bien sûr la poussée D5. Et là, on pourrait s'attendre à la prise en D5, peut-être à une poussée en E5, peut-être à la défense du pion en E4 par la sortie du cavalier en C3, bien non. La défense du pion en E4 va être assurée par le pion en D3. Alors ça paraît vraiment pas ambitieux pour les blancs, parce que ça laisse la prise des noirs, qui après la reprise, peut permettre l'échange des dames et le dérocage du roi blanc. Et d'ailleurs, c'est sur cette variante que s'engage Marc-André Morezzi, il prend en E4, il échange, et il échange des dames. Et donc, en moins de 5 coups, il n'y a plus de dames sur l'échiquier. Alors, certains diront qu'on est en finale, d'autres diront qu'on est en train de jouer un milieu de jeu sans dames, puisqu'après tout, toutes les pièces sont encore sur l'échiquier. Alors, qu'en est-il, en réalité, de ce dérocage du roi blanc? Eh bien, quand il n'y a plus les dames sur l'échiquier, le roi n'a plus ce besoin impérieux d'avoir un abri. Bien souvent, la sécurité du roi n'est pas trop difficile à obtenir quand les dames ont été échangées. Et finalement, le roi au centre peut arriver à mettre la main à la pâte, à avoir un rôle. D'ailleurs, on verra que le roi blanc va mieux officier dans la suite de la partie que le roi noir. Mais il faut que le roi blanc, le roi qui est déroqué dans ce type de position, n'interfère pas dans la bonne liaison des pièces, par contre, pour ne pas gêner l'achèvement du développement. Donc, cavalier F6 est joué, attaque le pion E4, et là, on a plusieurs coups pour défendre. Cavalier C3, faux D3, cavalier D2, eh bien, c'est le cavalier F qui va venir en D2, pour défendre le pion E. Alors, pourquoi le cavalier F? Parce que là, ça enfreint beaucoup de règles, quand même. Les blancs font exprès de se faire déroquer dans l'ouverture. Le développement des pièces ici est un peu étrange. Le cavalier était en F3, le seul qui a développé, il recule en D2. Certainement que Hans Niemann veut laisser de la liberté de mouvement au pion F. Soit peut venir en F3, peut-être même pour venir en F4. Je sais pas, c'est un peu étrange, cette ouverture est difficile à comprendre. Et d'ailleurs, ça va que aller dans ce sens. Regardez ce que va jouer ici Marc-Andrea Morezzi, qui est peut-être la meilleure réponse, en tout cas, la réponse principale dans cette position, bien qu'il y ait très peu de théorie. Il joue G5. Alors, il libère la case G7 pour le fou. Le pion G peut être arrivé en G4. En tout cas, le pion G, il est là pour limiter l'influence du pion F. On va s'apercevoir, en fait, que dans cette partie, dans cette ouverture, il va y avoir beaucoup de coups de pion de l'aile, de pion de flanc, pour essayer d'annexer de l'espace, de prendre de l'espace et de contrarier finalement l'espace vital de l'adversaire. Alors après G5, d'ailleurs, Hans Niemann, comment il réagit? Eh bien, il joue à 4. Et c'est assez étrange cette position. Les blancs ont accepté de se faire déroquer en D1. Après, le cavalier F3 recule en D2. On a le coup G5. Au coup G5, on a la réponse à 4. Et au coup A4, on va avoir le coup H5. Donc, on peut en perdre la tête. Et après H5, on va même avoir H4 des noirs. Donc, on n'est pas du tout dans une partie habituelle où on voit les pièces se développer. Non, c'est que des coups de pion, des coups de flanc comme ça. Alors, le coup A4, c'est pour limiter finalement la poussée du pion B. Et puis, si le pion B a du mal à pousser, eh bien la case C4 peut être utilisée plus tard par le cavalier, pas tout de suite, ou par le fou. Alors, H5 est joué. Cavalier C3, on a quand même un développement de cavalier. H4 est joué.
Alors en réalité, la partie est en train de suivre une partie qu'avait déjà joué Niemann. Il avait joué cette partie dans le championnat du monde en 2023, championnat du monde de Blitz, et il avait joué F3. Or là, il va jouer H3. Et peut-être que justement, Marc-Andrea Morezzi est en train, même certainement d'ailleurs, il a dû préparer cette partie, il est en train de répéter les coups parce que les coups d'ouverture qui avaient été joués contre Hans Niemann, parce qu'il a certainement préparé une amélioration quelque part dans la variante. Et c'est pour ça que Hans Niemann dévie ici. Il change du coup qu'il avait joué dans la partie précédente. Il joue pas F3, il joue H3. Et je me souviens que dans la partie avec F3, on avait assisté à des manœuvres de cavaliers. Les blancs allaient le dame, ils avaient joué des A5, cavalier A4, cavalier C5, il y avait des manœuvres comme ça avec cavalier C4. Et les noirs avaient joué cavalier H5, cavalier F4. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait Marc-Andrea Morezzi? Il joue cavalier H5. Ouais, c'est vraiment amusant cette ouverture, parce que ça enfreint tous les principes de développement. On est en train de jouer plusieurs fois les mêmes pièces. Tout à l'heure, on a eu cavalier F3, cavalier D2. Là, on a cavalier F6, cavalier H5, alors que toutes les pièces noires n'ont pas joué. Et le cavalier va au bord. Alors, quand on va au bord, comme l'avait dit un abonné de la chaîne, il faut avoir du ressort. Et l'idée de cavalier H5, c'est d'avoir du ressort, bien sûr, et de se replacer en F4. D'où l'idée d'avoir mis le pion H4, d'ailleurs, pour fixer H3. Et que si les blancs se mettent à jouer G3, il pourra y avoir des échanges, et le cavalier pourra s'emparer du pion H3 avec l'aide du fou et de la tour. Donc cette manœuvre avec G5, H5, H4, c'est pour assurer le placement du cavalier, vous voyez, en F4. Les blancs jouent cavalier F3, ils vont attaquer deux fois le pion G5, F6 joué par Marc-Andrea Morezzi, il consolide, le pion F encore. Les blancs jouent E5, ils tapent au centre pour essayer de détruire le pion F qui protège le pion G. Un développement du cavalier en D7. Le coup à 5 pour continuer à prendre de l'espace et libérer la case A4. On va voir que la tour va utiliser cette case. Parce que là, avec cavalier D7, les noirs peuvent s'emparer du pion en E5. Mais c'est au prix d'un délabrement dans la structure de pion. Et puis surtout, quand il y a des échanges, le pion G5, lui, reste en prise. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend E5, et on est au 13e coup. Et à part l'échange des dames sur la colonne D, on n'a vu que des coups de pion, des coups de flanc d'ailleurs, pour beaucoup de coups de pion, et des coups de cavalier. Finalement, c'est assez rare au 13e coup que aucun des deux joueurs n'ait joué le moindre fou. Les 4 fous sont encore à leur place de départ. Mais ça y est, maintenant le fou C1 quitte sa place et prend en G5. À la sortie du fou en G5, du fou C1 en G5, eh bien Marc-Andrea Morezzi va répondre avec la sortie de son propre fou C8 et il le met en F5. Alors vous allez me dire, oui, mais quand le fou a pris en G5, il attaque H4. Mais fou F5 prépare une contre-attaque en fait des noirs. Si le fou blanc vient prendre le pion H4, ce qui ne s'est pas produit dans la partie 1, mais si Niemann prend le pion H4, il va y avoir des coups qui sont possibles pour Marc-Andrea Morezzi, notamment des attaques sur la colonne D, et ce coup fou H6. Par exemple, on pourrait jouer tour D8 échec. Si le roi s'écarte, le pion C2 pourrait être pris, et sur roi C1, on peut avoir fou H6 échec, roi B1 et pénétration de la tour sur la deuxième rangée avec les attaques ici en F2 notamment. Et c'est pour ça dans la partie qu'après fou F5, Niemann ne prend pas en H4. Il va jouer tour A4. Tour A4. Et il continue d'ailleurs à attaquer H4 comme ça. Il fait sortir la tour par la quatrième rangée. Alors, grand roc échec, roi C1. Et là, Marc-Andrea va donc jouer cavalier F4, comme c'était le but du plan. D'ailleurs, ça libère la tour H8 pour qu'elle vienne protéger le pion H4. Et le cavalier F4, il pèse dans la position. Il pèse tellement qu'il va être éliminé. Il va y avoir fou prend, pion prend. Et là, surtout pas prendre en F4, parce que vous le savez, quand vous donnez votre fou de case noire, il ne faut surtout pas placer ses pièces sur case noire, parce que vous allez au-devant des problèmes. Et si la tour blanche s'empare du pion F4, bien sûr, fou H6, l'enfilade sur case noire. Donc là, l'échange a provoqué un affaiblissement de la structure de pion des noirs avec cette pression ici en F4, le pion en H4 qui peut être ciblé derrière, mais il y a la paire de fous pour les noirs. Alors que ce que jouent les blancs? Ils jouent fou E2, Marc-Andrea Morezzi joue E6, cavalier E4, on a tour D5 de jouer, fou F3, le fou se place en vis-à-vis de la tour, fou E7, cavalier D2 avec la tour qui vient attaquer F4,
et le fou bien sûr qui attaque la tour noire. Alors Marc-André Amorezzi recule la tour noire et en fait le pion en F4 peut toujours pas être pris. Hein. C'est toujours le même problème d'ouverture des diagonales noires pour le fou en F6. Si on prend en F4, il y a fou G5 avec l'attaque de la tour et derrière l'attaque du qualité 2, donc ça perd une pièce. Donc dans la position, c'est pas la prise en F4, c'est tour 1 qui est joué. Bon, les noirs jouent tour G8. Cavalier B3, le cavalier cherche à rentrer en D4. A6 est joué, peut-être que Marc-André Amorezzi essaie de stabiliser le pion A5 sur case noire, et il se colle solide sur case blanche pour faire obstacle au fou de case blanche, et ne pas se prendre tôt ou tard la poussée du pion en A5 en A6 qui affaiblirait le pion B7 protecteur du pion C6. Roi B1 est joué. Tour F8. Alors, oui, je reviens. Roi B1 est joué, pourquoi? C'est toujours pareil, on ne peut pas prendre en F4 à cause de fou G5. Donc, Roi B1 pour menacer la prise en F4. Et là, quand Marc-André Amorezzi joue tour F8, il désamorce la prise en F4. Sur une autre idée, cette fois-ci, c'est pas fou G5 qui marche, puisque le roi a quitté la case noire. Mais sur tour prend F4, comme le roi s'est mis sur case blanche, ça serait fou prend C2 échec, roi prend, et la tour noire ramasse la tour blanche. Donc ça gagnerait la qualité. Donc dans la position, c'est pour ça que Niemann ne peut pas s'emparer du pion F4. Alors il joue tour E2, roi C7, tour C4, fou D6, cavalier D4. Un cavalier D4, c'est embêtant quand même, parce que ça attaque 6 deux fois, ça attaque F5 également, mais bon, principale menace ici c'est E6. Et que faire dans la position? Marc-André Amorezzi, il a reculé son roi en B8. Peut-être qu'il ne voulait pas laisser une prise en E6 de la tour, parce qu'on pourrait prendre en E6 de la tour ici, avec fou prend, cavalier reprend, la fourchette roi tour. Donc il joue roi B8, mais bon, le pion E6, il peut être attrapé autrement que par la tour, il peut être attrapé par le cavalier. Cavalier prend E6. Tour F6 attaque le cavalier, qui revient en D4, attaquant le fou qui vient en G6. Marc-André Amorezzi, il a perdu un pion, mais il ouvre un peu la position en faveur de sa paire de fous. D'ailleurs, il essaie de préserver sa paire de fous. Et quand le fou vient en G6, regardez, comme le pion E6 a été éliminé, finalement, les noirs, ils pourraient chercher tôt ou tard à mettre leur fou en F7 pour attaquer la tour, contrôler la case A2 et chercher des pénétrations en D1 pour faire des mates du couloir. Donc, malgré le pion de plus, Hans Niemann doit être très vigilant au combat avec la paire de fous, contre la paire de fous adverse. Fou G4 est joué, attaque la tour qui recule en D8. Cavalier F3 attaque le pion en H4. Mais fou C7, et vous voyez, ça, il y a cette menace de tour D1 en fait. Menace tour D1 échec, et sur roi A2, fou F7 avec l'enfilade. Donc le pion H4 ne peut pas être pris. Et tour A4 est joué. Fou F7, menace tour D1 mat. Donc B3, on offre la case B2, mais on offre une case noire que le fou pourrait contrôler. On se dit, bah, c'est difficile parce que le fou, je ne vois pas comment il pourrait venir contrôler la case B2. Bah, il va y arriver pourtant. Regardez. Tour D5 avec la double attaque du pion A5. Cavalier prend H4. Tour prend A5. Donc là, il y a un échange. Tour prend. Fou prend. Cavalier F3. Et le fou s'installe en C3. Et on peut avoir des menaces de tour D6, tour D1. Ou même tour D6, tour D5, tour A5, tour A1. Il peut y avoir des menaces comme ça de mat. Mais pour l'instant, la menace de mat n'existe pas. H4 est joué. Il y a un pion de plus pour Niemann, et Niemann actionne son pion de plus, son pion passé éloigné. Tour D6, donc là, on menace tour D1 échec, roi A2, tour A1 mat. Donc le roi vient en C1 pour contrôler la case D1. Tour D5 avec cette volonté de venir en A5, puis en A1 pour mater. Tour E4, tour A5. On pourrait jouer tour A4 pour empêcher la tour de venir en A1, mais Niemann préfère s'enfuir. Il joue roi D1. Tour A1, échec, roi A2. Tour A2, attaque C2. Tour prend F4, attaque le fou, mais fou prend B3 puisque C2 est cloué, et maintenant attaqué deux fois. Le roi revient en D3. Donc le pion C2 va être éliminé, et on va jouer une position avec une majorité de 3 pions passés liés à l'aile dame pour Marc-André Amorezzi, contre 3 pions passés liés à l'aile roi pour Hans Niemann. Mais le problème, dans cette finale, c'est que le roi blanc guerroie plus que le roi noir.
Donc ça, c'est un problème dans la finale pour Marc-Andrea Morezzi, d'avoir finalement une pièce en moins impliquée au combat. Et puis le pion H est déjà un peu plus avancé. Les blancs ont déjà commencé finalement leur avance à promotion. Donc tour prend C2 a été joué. Fou E6 dans le but de dévier le fou pour gagner la tour. Alors là, Marc-Andrea Morezzi, il recule son fou en A1 en laissant prendre son fou pour contrer par tour C3 la fourchette. Et c'est ce qui se passe. Fou prend B3, tour C3 échec, roi D2, tour prend B3, H5, tour B2 échec, roi E3, tour B3 échec, roi E2, tour B2 échec, il ne veut pas le match nul, Hans Niemann il joue qualité D2, il a son pion quand même en H, tour A2. Vous savez, dans cette finale, en réalité, Marc-Andrea Morezzi, il est en grande difficulté, il est en train de perdre cette finale. Le roi blanc est plus actif que le roi noir, le pion H et même le pion G peuvent s'élancer plus facilement à promotion, alors que même que le fou et la tour gênent finalement même l'avance du pion A. Et puis, il y a le temps qui s'en mêle. En réalité, Marc-Andrea Morezzi, il n'a plus qu'une poignée de minutes, alors qu'Hans Niemann avait beaucoup plus de temps. Mais dans cette finale, Hans Niemann va jouer de manière de plus en plus imprécise, en prenant du temps. En fait, Marc-Andrea Morezzi va jouer vite et bien, alors que Hans Niemann va jouer lentement et mal dans cette finale. Alors, roi D1, A5, H6, A4. Là, par exemple, il met 5 minutes pour jouer G4, alors que je crois me souvenir qu'il avait une dizaine de minutes et Marc-Andrea avait plus qu'une minute et quelques. Donc, la moitié de son temps va passer en ce coup G4, qui est le meilleur coup, par ailleurs. Donc là, il a bien joué. A3, G5, fou C3, on attaque le cavalier en A4 attaque le fou vient en E5, et là, Niemann fait une première erreur. Bon, une erreur un peu compréhensible. Il va pousser G6. En réalité, l'ordinateur montre que pour jouer correctement avec toutes les subtilités de cette finale, il faudrait mieux jouer tour F5, contre-attaquer sur le fou, tour F8, et pas laisser la tour en prise. D'ailleurs, dans une variante finale, c'est ce qui provoquera la défaite des blancs, en fait, de laisser la tour en prise. Mais Hans Niemann, il joue G6, pourquoi? Parce qu'il sait que le fou ne peut pas prendre la tour tout de suite, à cause de G7. Et la dame derrière. Bon, Marc-Andrea Morezzi ne prend pas, et joue tour à un échec. Et là, une erreur n'arrive jamais seule, vous savez ce que l'on dit, le proverbe. Et Hans Niemann va faire finalement maintenant l'erreur décisive. Sur tour 1, que feriez-vous avec votre roi? Vous le mettriez où? Eh bien, le meilleur coup est de venir en C2, de s'approcher pour essayer de lutter contre le pion passé A des noirs. Et Hans Niemann va au contraire s'écarter en venant en E2. Donc, le meilleur coup aurait été, il ne l'a pas joué, mais aurait été roi C2. Et par exemple, après pion A2, alors on ne peut pas jouer roi B3 tout de suite, mais on peut jouer tour F8 échec pour ne plus laisser la tour en prise, roi A7, et maintenant roi B3 pour avoir un contact sur le pion en A2. Donc dès que la tour bouge, on gagne le pion A2. Donc les noirs vont certainement jouer tour G1, on prendra le pion A2, ils prendront le pion G6, et la finale sera incertaine encore, à peu près égale. Bon, pas clair, il y a encore du combat. L'ordinateur dit que c'est égal, mais il y a encore des choses à vérifier. Alors dans la position, Hans Niemann n'a pas joué roi C2, il ne s'est pas approché du pion, il a joué roi E2. Et donc Marc-Andrea Morezzi joue A2. Donc G7, tour G1 pour contrôler l'avance du pion G8. Alors Hans Niemann joue cavalier G3 pour faire obstacle, pour faire obstruction, mais dame. Et le problème, c'est que Hans Niemann avait vu certainement qu'il allait faire la dame sur échec, mais après roi A7, il n'a pas de continuation contre le roi noir, il n'y a plus d'échec. Alors que la dame noire et la tour peuvent s'associer très facilement à l'attaque du roi blanc. Et la tour reste en prise. On menace d'ailleurs ici de jouer dame D1. Alors Hans Niemann va ramener sa dame en C4 pour protéger la tour. On verra que, on peut voir tout de suite d'ailleurs que s'il avait joué dame B3 pour venir contrôler la case D1, il perdait finalement la tour sèche. Et que même si il avance le pion après, de toute façon, la dame contre la case H8, on peut même faire fou prend G3 et on a une tour de plus dans la finale et le roi blanc n'est pas abrité du tout en fait. Donc dans la position, c'est dame C4 qui a été joué. Mais il n'y a pas le contrôle de la case D1. Et donc, dame D1 échec, roi E3, tour E1 échec, cavalier E2 et abandon. Alors pourquoi abandon? Est-ce que vous avez la suite?
Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais ici, pourquoi Hans Niemann abandonne? Bien, il abandonne parce qu'il y a une suite forcée de Marc-Andrea Morizzi qui commence, et qui finit que par des échecs d'ailleurs, qui commence par l'échec tour prend. Donc là, il faut reprendre de la dame. Et comme on a laissé la tour toujours attaquée par le fou, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a fou prend tour échec. Si on prend le fou, on perd la dame, et sur roi F3, on peut échanger les dames, et le fou triomphe avec fou prend H6, ça permettra d'assurer la promotion des pions noirs, alors que le pion F n'a aucune chance d'aller finalement se promouvoir à dame. Voilà, ce retournement de situation, alors que Niemann avait plus de temps, une meilleure position, un roi actif et des pions passés à l'aile dame plus avancés, il va commettre, de manière pas très expliquée, parce qu'il avait beaucoup plus de temps, il va commettre des imprécisions et même des grosses erreurs dans cette finale. Et finalement, il se fait retourner dans la finale. Alors je voulais vous montrer le classement, mais finalement, je ne vais pas vous le montrer. Alors pourquoi? C'est pas une punition, c'est simplement que je suis en décalage d'une ronde, et donc si je vous montre le classement, je vais vous montrer le classement final. Et je ne veux pas casser le suspense pour ceux qui ne connaissent pas le résultat final. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Daniel Darda, le joueur belge, Marc-Andrea Morizzi, Niemann, malgré cette défaite qui est toujours bien placée, et Ivan Chouk sont en tête de ce tournoi, de ces 8 joueurs de ce tournoi du Chess Master de Djerba. Donc on va voir demain ce que va donner la dernière ronde. Et en attendant demain, avec des surprises, quelques surprises dans la vidéo de demain, en attendant demain, je vous propose d'écouter ces interviews. Donc Lina Nasr et Vincent Denis. Au revoir à tous. Alors bonjour, je suis avec Lina Nasr qui est championne d'Algérie mais également championne d'Afrique. Alors Lina Nasr, vous faites en ce moment le tournoi de Djerba. Oui. Vous faites quel Open? Je fais l'Open 1. Je fais l'Open 1. Voilà. D'accord. Et vous avez des bons résultats pour l'instant, ça se passe bien? J'ai bien commencé, mais ces 2 dernières rondes, j'ai pas bien joué, donc j'aurais pu faire mieux de ces 2 dernières rondes. Je dirais que c'est un résultat acceptable. Qu'est-ce que vous pensez des conditions de ce tournoi de Djerba? Je pense que l'organisation est magnifique, l'hôtel est vraiment bien et les conditions sont vraiment bonnes. Et tout est bien et ça me plaît vraiment. Vous êtes venu en délégation, vous avez des compatriotes avec vous? Oui, on est en délégation. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont en train de jouer les 3 Open. Et maintenant, vous avez quel âge, en fait, si c'est pas indiscret? Maintenant, j'aurai presque mes 21 ans. 21 ans. Et donc, vous êtes joueuse d'échecs professionnelle, on peut dire? Je dirais pas professionnelle parce que j'étudie en parallèle, donc je fais les études et les échecs quand même. Et vous étudiez dans quel domaine? La médecine. Je suis en 4e année médecine. En 4e année de médecine, oui. D'accord. Et vous avez quel objectif par rapport aux échecs? Aux échecs, maintenant, mon premier objectif, c'est de faire remonter mes points Elo. Bien sûr, remonter mon niveau encore plus, et surtout au moins Elo. Et vous avez quelques tournois prévus? Pour le moment, je ne sais pas. Pour ce qui vient, je ne sais pas s'il y aura les Jeux africains le mois prochain. Je pense que je vais participer. D'accord. Vous avez des invitations? Il y a des tournois des organisateurs qui peuvent vous inviter, Bien sûr, s'il y a des invitations, on serait prise, ça me ferait plaisir. D'accord. Quel est votre style de jeu? Comment vous pourriez vous décrire en tant que joueuse d'échecs? En tant que joueuse d'échecs, je me décris comme mon jeu, il est calme, mais je profite dès qu'il y a un déclic dans la position ou un désavantage pris par mon adversaire. Mais un jeu calme. Donc vous avez plutôt un jeu positionnel? Positionnel, mais dès qu'il y a un calcul tactique, j'essaie de profiter. D'accord. Vous avez été formé par qui en fait? Par mon père, c'est lui qui m'entraîne. D'accord. C'est un fidèle entraîneur. D'accord. C'est un joueur d'échecs algérien connu? Oui, il était dans l'équipe nationale à l'époque. Maintenant, il est surtout entraîneur. Ça fait longtemps qu'il joue de temps en temps, mais surtout entraîneur. D'accord. Et il vous a formé à partir de quel âge? Il m'a formé à partir de 6 ans. J'étais 6 ans, j'ai commencé à apprendre à jouer, à bouger les pièces. Après, j'ai commencé à faire des compétitions à l'âge de 7 ans. D'accord. Et à quel moment vous avez commencé à prendre vraiment du plaisir aux échecs? Est-ce que c'était tout de suite ou est-ce que l'intérêt pour le jeu, la passion est venue un peu par la suite? J'ai eu l'habitude parce qu'on a commencé à un jeune âge. J'ai commencé à un jeune âge, donc j'ai pris l'habitude déjà, donc c'est devenu une partie de ma vie. Je ne pouvais plus l'arrêter. J'ai toujours eu le plaisir de jouer aux échecs. C'est quelque chose, c'est une passion. C'est quelque chose de ma vie. Je pense pas que je pourrais un jour arrêter.
D'accord, donc même si... Parce que quand vous allez finir vos études de médecine, va se poser la question entre la médecine, la carrière professionnelle d'échecs, ou peut-être mener les deux de front en fait. J'aimerais bien mener les deux, mais ça pourra être difficile. Donc, mais dans tous les cas, je ne vais pas arrêter les échecs à 100%. Donc il y aura des compétitions. Dans les ouvertures, votre jeu a un peu évolué ou vous avez toujours été attiré par des jeux ouverts, des jeux fermés, J'aime bien les jeux ouverts. Je suis plus pour les jeux ouverts. Mais ça ne me dérange pas de jouer les jeux fermés non plus. Mes ouvertures ne sont pas fermées, non. Elles sont ouvertes. Donc est-ce que vous connaissiez ma chaîne en fait? Oui, oui, je vous connais. C'est vrai? Oui. Donc la chaîne YouTube est connue des joueurs d'échecs algériens quand même? Moi je la connais parce que je scrolle sur YouTube et je vois parfois des vidéos de jeux d'échecs. Et j'ai retrouvé votre chaîne. C'est comme ça que je l'ai connue. Eh bien, je suis honoré Merci qu'une joueuse aussi moi forte aussi. puisse connaître la chaîne. Eh bien, je vous souhaite de belles aventures sur l'échiquier. Merci beaucoup. Alors Djerba, finalement, c'est l'île des youtubeurs. Je te rencontre, donc Vincent Denis, youtubeur également. Alors ta chaîne, c'est laquelle? C'est Chess Trainer 2000, ouais. Une chaîne sur laquelle tu étais présente depuis 2016, c'est ça? Ouais, 2016, ouais. Ça date, ça commence à dater déjà. Hein. Je n'avais pas cru. Alors qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Tu proposes des parties pédagogiques, des répertoires d'ouverture? Partie pédagogique, oui, et puis un petit peu au fil de l'eau. Pas mal de choses sur les finales, un petit peu, qu'on ne trouve pas de l'autre côté. Des choses sur les structures de pions. Faut aller voir, il y a un site internet www.chesstrunner2000.com. Toutes les vidéos, elles sont référencées par thème, donc voilà. Et t'en profites pour présenter tes stages? Exactement, j'ai des gîtes spécialisés dans les échecs, dans le Lot, donc voilà, tout est sur le site aussi, voilà, ça commence à bien se remplir, donc faut pas traîner. C'est presque du cours particulier, 3 ou 4 stagiaires sur une semaine, on mange bien. Je pense qu'ils reviennent plus pour la nourriture que pour les cours, non je plaisante, mais voilà. Dans un esprit convivial et chaleureux alors. Exactement, ouais, c'est ça, c'est tout à fait le but. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses de cette édition de Djerba? Ouais, c'était top. Moi, j'ai gagné ma place l'année dernière au championnat de France à Agen. Ils avaient fait un petit event. J'avais gagné ça sur un tournoi de Blitz. Mais j'avais déjà failli venir avant le Covid. Et en fait, c'est juste des conditions exceptionnelles pour tout compris, nourriture, inscription, les conditions de rêve, vous voyez derrière. C'est vraiment, et puis des belles conditions de jeu. Donc tout pour passer de bonnes vacances et puis se faire plaisir avec les échecs. Oui, on quitte la grisaille un peu parisienne, mais on n'a pas une chaleur étouffante ici. C'est assez agréable. Ouais, c'était vraiment... voilà, j'ai eu un peu peur au départ quand j'avais vu la météo, parce que ça devait faire gris, mais en fait, à chaque fois, on voit le soleil tous les jours. Et non, c'est vraiment super agréable. Pour les vacances d'hiver, c'est top. Alors, on se retrouve sur ta chaîne, on s'abonne, on découvre ce que tu fais, et puis... Ouais, exactement. Et puis, on vivra des nouvelles aventures. Exactement. Allez, à bientôt. Merci, Marc.